Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sextine et avec MyFuture, vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, on est à Rouen, comme vous pouvez le constater, en Normandie, et on va tout de suite découvrir les coulisses de la bijouterie Lepage. Vous allez voir, on va rencontrer 3 personnes qui vont venir nous parler un petit peu de leur métier. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis on remercie l'Opcommerce parce que c'est en partie grâce à eux si on a la chance de découvrir ce super secteur. Allez, venez avec nous, on va découvrir ça ensemble. Et donc pour commencer cette visite virtuelle, nous voilà au plein cœur de la bijouterie Lepage. On va rencontrer tout de suite Marie. Bonjour Marie, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, je suis très contente d'être ici, vraiment au plein cœur, parce que c'est magnifique. C'est vrai que vous allez le voir après sur vos écrans. La boutique est incroyable. Il y en a 2 à Rouen, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Nous avons 2 boutiques Lepage, celle-ci étant plus récente que celle qui se situe rue des Carmes. D'accord, trop bien. Qu'est-ce que tu fais ici ? Toi, tu es conseillère en vente, si je dis pas de bêtises. Donc ton but, ça va être un peu d'accueillir la clientèle et de pouvoir les conseiller sur les différentes choses que tu proposes dans la boutique ? Oui, tout à fait. Alors ici, on est sur une boutique premium avec des très belles maisons horlogères. Donc le but étant d'accompagner les clients dans une recherche généralement de cadeaux, une montre symbolique à offrir ou pour soi-même. Trop bien. Et bon, pour l'explication un petit peu du lieu, j'ai vu des images justement qui datent d'il y a quelques années. Ça fait longtemps alors que la bijouterie Lepage existe. Oui, tout à fait. La maison Lepage est maintenant centenaire. Elle existe depuis 1922. Donc on est effectivement sur une maison familiale avec des vraies valeurs et c'est un plaisir de travailler pour cette maison. Comment est-ce que tu te débrouilles en soi pour bien les accueillir ? Est-ce qu'il y a des codes spéciaux à tenir ? Parce que c'est vrai que là on est plus sur de la bijouterie de luxe. Oui, alors c'est vrai qu'on a une charte ici à suivre. On a un agent d'accueil qui fait un premier accueil aux clients ici à la boutique. Une prise en charge assise au bureau systématiquement avec un service personnalisé. On sert une boisson chaude, une boisson froide. On accompagne les clients dans leurs recherches. On essaye de les comprendre le mieux possible. Bien sûr, donc c'est presque un café en fait. C'est un lieu où le client vient chercher un conseiller, on va dire, un suivi personnalisé. Justement, c'est vrai que là tu parles de personnaliser. Est-ce que tu as des méthodes ? Est-ce que tu vois déjà quand il y a un client qui rentre, tu as un petit peu une idée globale de ce que tu vas lui proposer ? Alors on peut être surpris, donc il faut pas forcément avoir une image sur la personne qui arrive. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à cerner le but du cadeau et sans a priori. Pour en revenir un petit peu à ton métier, quels sont tes horaires ? Aujourd'hui, on est sur une plage horaire unifiée au sein de la maison. On est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, du mardi au samedi. Ok, donc ça te laisse le dimanche et le lundi. Nous avons un week-end, effectivement, c'est assez rare dans le commerce, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a des avantages à travailler ici ? Est-ce que tu peux avoir des petites réductions sur quelques bijoux ? Oui, alors on a effectivement un avantage en étant membre du personnel et puis un vrai confort de travail, effectivement, en termes de décor, bien sûr, et aussi tout ce qui est mis en place pour nous faciliter le travail au quotidien. Trop bien, bon, ça c'est super déjà, d'avoir un petit peu une idée. Quelles vont être les tâches que tu vas avoir au quotidien ? Parce qu'on a compris l'accueil client, le conseil. Est-ce que tu as d'autres choses, la mise en place peut-être, des choses comme ça ? Oui, tout à fait. Alors ici, au sein de la boutique du Gros Horloge, on est une petite équipe. Donc aujourd'hui, on a une certaine polyvalence au sein de notre travail. On peut répondre au téléphone, on peut être à l'accueil parfois, on remet en place nos vitrines constamment. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assez polyvalent. On peut aussi prendre un service après-vente, c'est-à-dire un bijou en réparation. On a vraiment acquis cette polyvalence au sein de la boutique. C'est ça, parce qu'avec ça, par la suite, vous allez voir, on va rencontrer Frédéric qui, lui, s'occupe justement des réparations. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu. Donc, c'est vraiment une équipe, un noyau dur, on va dire. Là, il faut vraiment compter sur ses collègues, j'imagine. Tout à fait. On a la chance d'avoir une équipe qui est là depuis un bon moment déjà. En majorité, on est ensemble depuis une dizaine d'années, donc on se connaît beaucoup. Est-ce que vous prenez des stagiaires ? Ça arrive parfois. Aujourd'hui, on est quand même dans une structure où il y a beaucoup de sécurité. Donc, c'est vraiment assez rare, mais ça nous arrive. On va pas donner le mot de passe à n'importe qui, j'imagine bien. Et à ce niveau-là, justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Parce que là, on est quand même sur du luxe, donc c'est des matières qui sont souvent sujettes au vol. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour éviter ça ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, d'éviter un vol ? Au quotidien, c'est vrai qu'on est très vigilant sur tout ça. On a des formations constantes sur la sécurité au quotidien. On a un nombre de bijoux à respecter ou de montres à respecter sur le plateau en présentation, voilà, pour être
être très vigilant à d'éventuels échanges ou vols sur le plateau, bijoux ou montres. Après, c'est vrai qu'on a un agent de sécurité qui veille constamment à notre sécurité et celle des clients. Donc, on se sent plutôt serein au quotidien au magasin. J'imagine que ça, c'est rassurant, donc c'est très bien. Autre chose, donc on va revenir un petit peu dans le passé. Quel type d'élève tu étais, toi? Alors, j'étais une très bonne élève. J'aimais bien l'école. Ok, très bien. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? Alors, c'est pas la voie que j'avais choisie au départ. J'ai fait des études de stylisme. J'ai eu un BTS stylisme. J'ai fait mes études à Lille. Simplement, quand j'ai eu mon BTS, j'étais jeune. J'ai eu du mal à quitter ma famille. Donc, je suis revenue ici à Rouen. Pas vraiment de débouché de ce côté-là. Donc, le hasard a fait que j'ai travaillé en bijouterie. Et en fait, ça a été un vrai coup de cœur. Oui, ça sent, c'est un métier passion aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a la chance de faire un beau métier. Un métier où on accompagne les gens dans des bons moments de vie. Généralement, c'est des mariages, c'est des anniversaires. Je trouve qu'on fait un beau métier. Oui, c'est ça. En fait, tu vois les clients arriver et repartir avec le sourire. Surtout, ça, c'est très important, j'imagine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire face à un moment très émouvant avec des clients que tu aies pu servir? Oui, tout à fait. Certains clients que je suis depuis des années maintenant font quelquefois part d'une envie de faire une surprise ou quoi que ce soit. Et j'ai déjà effectivement fait une livraison de montre par surprise à une dame. On avait fait le paquet cadeau, elle a découvert la montre en boutique sans le savoir et effectivement, elle en était émue aux larmes. Trop contente, toi, j'imagine. Bon, génial. Alors du coup, pour faire ton métier, est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce que tu sais si il faut vraiment, par exemple, avoir bac+2 forcément ou est-ce que en soi, on peut arriver à faire ses preuves petit à petit? Alors, dans une boutique comme la nôtre, il faut quand même avoir certaines bases et certaines expériences des marques que l'on vend. Moi, je pense qu'il faut surtout des études de commerce. Il faut avoir effectivement la notion du service client. Après, les choses s'apprennent sur le tas, comme on peut dire, au fur et à mesure de l'expérience. Aujourd'hui, on a quand même un besoin ici au quotidien de savoir parler anglais. On a beaucoup de tourisme, donc c'est un élément important aujourd'hui de maîtriser au moins 2 langues. Ouais, ça j'imagine. Donc ça aussi, il y a des formations en interne pour bien apprendre les produits, pour mieux savoir les vendre? Oui, bien sûr. Les marques avec lesquelles on travaille mettent en place des formations régulières. On se rend à Paris pour avoir des notions plus profondes encore des marques. Trop bien. Est-ce que tu penses que c'est possible de nous donner un peu une fourchette de salaire pour avoir un peu une idée de combien on peut prétendre? Oui, je vais vous donner une fourchette assez large parce que ça dépend aussi des compétences de chacun et des études de chacun. Bien sûr, on ne peut pas prendre une personne au même salaire qui a bac+3, 4 qu'une personne qui a juste le bac, mais je pense qu'il faut que vous comptiez entre 1500 et 2000 euros à peu près. Ok. Pour un poste comme le mien. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier petit conseil peut-être pour les jeunes qui aimeraient se lancer justement à ton poste? Alors il faut être passionné pour faire le métier qu'on a. Il faut aimer les produits. C'est vrai que si on a la passion, tout découle. Donc effectivement, même si on hésite sur le fait que le commerce, la relation client, si on aime les produits, ça va tout seul. C'est vrai que bon, aussi l'attitude, j'imagine, parce que je vois que tu es très souriante, très avenante, tu es très bien habillée aussi. Ça aussi, j'imagine qu'on peut pas venir en jogging dans la boutique, non? Alors oui, effectivement, on a une tenue qui est exigée. Il faut avoir ce qu'on appelle la luxury attitude, mais ça, on est aussi formé au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai qu'il faut aimer ce milieu un petit peu exigeant. Totalement. Est-ce que tu as des choses que tu n'as pas le droit? Par exemple, en maquillage, faut pas un maquillage extravagant, j'imagine? Oui, tout à fait. Alors, il faut rester relativement sobre, c'est-à-dire qu'il faut toujours que le produit soit plus mis en avant que vous. Donc, il faut toujours s'effacer un petit peu par rapport à ce qu'on est en train de présenter au client. Donc, toujours rester relativement sobre, pas d'exubérance, ni dans la manière de parler, ni dans la manière de se préparer. Bien sûr, ok. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, parfait, merci. Et j'espère que je vous ai fait apprécier le métier. Ah bah c'est le cas en tout cas pour moi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires en tout cas. Merci Marie. Puis on va retrouver Frédéric pour en savoir un peu plus sur le côté justement service après-vente. C'est parti. Après avoir vu le service en boutique, on va voir un petit peu le service dans les coulisses avec Frédéric. Bonjour Frédéric, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va bien et vous? Très bien, bah écoute, j'ai un peu hâte de savoir parce que alors moi j'adore tout ce qui va être vraiment dans le détail et pour le coup là tu es vraiment le chef de tout ça parce que tu travailles dans l'horlogerie, donc tu répares des montres si je dis pas de bêtises. Complètement. Donc faut être minutieux j'imagine pour faire ton métier. Faut être très minutieux. Il y a des vis qui font même pas 0,5 mm. Waouh, ouais. Donc tu dois avoir une bonne vue pour être horloger? Bah écoute, pour l'instant ça va. À 47 ans, j'ai pas encore de lunettes. La loupe, ça c'est primordial. Tu peux nous montrer comment ça se met? Ouais, là. Les vrais horlogers font pas comme ça, hein. Mais voilà, en gros. Et puis après tu rapproches ta tête du mouvement.
Ah, c'est incroyable. En tout cas, n'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, comme ça on y répondra directement, ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup, trop bien. Donc tu fais ce métier. Mettons, j'ai une montre, elle tombe en panne, je viens vers toi et je te demande comment ça se passe, je monte à l'étage et je te contacte directement? Ouais, en fait, tu rentres dans la boutique, on t'oriente vers moi, j'enregistre ta montre, et ensuite, soit c'est moi qui fais le devis si je suis agréé pour la marque, soit on l'envoie directement à la marque, eux ils nous font le devis, et puis après on revient vers toi. Parce qu'un devis, effectivement, ça va être vraiment là où on va tout, tu vas me dire, ah bah tiens, selon moi, il faut remplacer ça, 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 et ça coûte tant, est-ce que tu es d'accord de signer ça et de t'engager à payer? Exactement. Ouais, ou sinon, bah du coup, tu rentres avec ta montre cassée, quoi. Complètement. Et donc, pour ça, j'imagine qu'il faut faire un diagnostic avant. Comment ça se passe? Je te laisse la montre une journée ou t'as pas besoin forcément d'une journée? Alors, après, ça dépend des marques. Il y a beaucoup de marques maintenant qui nous demandent de faire des devis immédiats. C'est-à-dire qu'on regarde l'état ensemble de la montre. Je te fais un papier avec un forfait de base, et moi derrière, en ouvrant la montre, si je découvre qu'il y a autre chose, là je te contacte et je te dis il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Les mauvaises surprises. Les mauvaises surprises. C'est quoi la pire panne que t'aies pu constater sur une montre? Une montre qui avait pris l'eau. En fait, il y avait encore de l'eau dedans, avec des petits poissons. Le mouvement était complètement rouillé. C'était un bloc de rouille en fait. Et là, du coup, faut changer tout le mouvement. Et là, pour le coup, ça coûte très cher. Mais il t'a expliqué le client où il avait amené pour qu'il y ait encore de l'eau dans la montre? En fait, il s'était baigné avec en fait. Et il avait pas fait attention. La couronne était dévissée, donc l'eau est rentrée. Et là, c'est la catastrophe. Ouais. Ah oui. Là, il en avait pour 4 500 € de réparation. Sympa. Pour une montre qui est à peu près à combien? À 10 000. Ah. Donc quand même la moitié quoi. Ouais, ça fait cher le petit bain. Ça fait cher le petit bain, exactement. Ok, d'accord, ouais, ça j'imagine. Donc du coup, t'as quand même un aspect avec les clients. Tu vois la clientèle arriver, ils peuvent même te voir travailler. Comment ça se passe? Du coup, c'est agréable de parler directement avec les clients ou parfois c'est un peu compliqué parce que j'imagine que quand on arrive avec un objet un peu cassé, on est un peu dans tous ces états? Non, après, on essaie de les rassurer surtout. C'est vrai qu'il y a des clientes ou des clients qui arrivent, qui ont cassé le verre, qui sont catastrophés. On explique, mais non, vous inquiétez pas, on va nettoyer, on va changer le verre et tout va bien se passer. Et du coup, les clients, ils repartent un peu plus à l'aise. Ouais, j'imagine qu'ils sont super contents d'aller récupérer leur article réparé. Bah oui, complètement. Et l'avantage qu'on a, en fait, quand on fait mon métier, c'est que les gens, ils amènent une montre en mauvais état généralement. Et en fait, avec la révision et le polissage, qui est très important, quand ils découvrent leur montre, elle est quasiment neuve, en fait. Wow. Et là, dans leurs yeux, ouais, on sent que ça fait quelque chose. Ah bah oui, j'imagine. Donc polissage aussi, c'est lisser, c'est ça, c'est venir un peu frotter pour relisser. Et est-ce que justement, il y a des garanties sur ces montres? Quand on fait une révision, il y a une garantie de 2 ans après. Si c'est une mauvaise manipulation de sa part, s'il oublie de visser la couronne et qu'il y a de l'eau qui rentre, et là, c'est pas pris sous garantie. Donc, est-ce que tu peux un peu nous donner ta journée type, on va dire, tout ce que tu peux être amené à faire dans une journée? Alors nous, on commence à 10h le matin, donc les horaires c'est 10h, 12h30, 14h, 19h. Ma journée, ça peut être faire des révisions pendant les 7 heures, c'est-à-dire démonter les mouvements, aller les laver, les remonter. Ça consiste aussi à accueillir les clients qui viennent déposer des montres ou des bijoux. Ça peut passer par le polissage. Je vais faire des mises à taille en boutique. Quand les gens achètent une montre, en fait, voilà, il faut enlever des maillons pour que ça aille bien sur leur poignet. Il m'arrive de faire les vitrines aussi, un peu de merchandising. De la mise en place pour que ce soit joli. En fait, là, on est dans une boutique où les montres sont assez chères. Les assurances demandent qu'on rentre tout au coffre le soir, donc tous les matins et tous les soirs en fait. On rentre tout et puis on remet tout le matin. Qu'est-ce que t'aimes justement dans ton métier au niveau de travailler sur des produits de luxe? Alors la minutie, moi mon métier c'est d'abord la minutie, les mouvements. Ce qui est sympa, le polissage, moi c'est ma partie préférée. Parce que tu pars de bracelets complètement rayés et tu reviens à quelque chose de quasiment neuf. Ça c'est vraiment agréable pour toi et pour le client quand tu arrives à récupérer des rayures. On va parler un petit peu de toi maintenant pour savoir comment t'es arrivé là. Pour commencer, t'étais quel type d'élève? Est-ce que t'étais plutôt studieux? Est-ce qu'au contraire t'aimais pas l'école? J'aimais pas trop l'école. Ouais. J'ai fait une terminale S, option technique. Alors S, ça n'existe plus maintenant. Ouais, c'est tout ce qui est scientifique. Ouais, exactement. Ensuite, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique. Sorti de ces DUT, je voulais faire du dessin technique. Déjà dans la minutie, un petit peu. Ouais. Un manque de bol, toutes les boîtes qui embauchaient pour le dessin technique, il fallait faire une formation complémentaire à l'AFPA. Et cette formation était complète pendant 2 ans. Donc je me suis réorienté complètement. J'ai fait 2 ans d'études en informatique, donc technicien de maintenance informatique et réseau. À la sortie de ça, je me suis fait embaucher chez un assembleur, donc j'assemblais des PC. Et puis au bout de 5 ans, ça me plaisait plus trop. J'avais un ami qui avait commencé une formation en horlogerie, un de mes meilleurs amis en fait. Je suivais un peu ce qu'il faisait et je trouvais ça vraiment sympa. Et je me suis lancé. Je suis allé à des formations pour adultes que j'ai fait. Il y a 2 ans de formation, donc c'est assez intense. On passe plus de 3500 heures à l'établi. À la sortie de ça, je me suis fait embaucher dans une
une bijouterie à Dijon. Incroyable, ok. Tu dirais que c'est un métier qu'il faut faire quand on est passionné, ou si on n'est pas forcément passionné, on peut le faire quand même? On peut le faire quand même. Après, il faut aimer la minutie. Moi, je suis pas passionné plus que ça par les montres, mais le démontage, c'est autre chose en fait. Ouais, c'est vraiment le micro-mécanisme qu'ensuite tu vas avoir. T'aimes les puzzles? Ouais, j'adore. J'en étais sûre, j'adore aussi. Ça m'étonne pas. Après Dijon, c'est que t'as changé à chaque fois de bijouterie? Je suis resté 5 ans à Dijon. Je suis revenu en Normandie pour me rapprocher de ma famille. J'ai trouvé un poste, à l'époque ça s'appelait Millot. Millot a été racheté par Lepage et maintenant je fais partie de la maison Lepage. Ok, depuis combien de temps? Alors 10 ans que je suis sur Rouen, 3 ans qu'on a été racheté par Lepage. Ça fait déjà un bon bout de temps et ça va, tu t'en lasses pas? Non, pour l'instant ça va. Ok. À voir dans l'avenir, mais... Et justement, là, vu qu'on parle de modèles qui évoluent tout le temps, est-ce que tu as des formations complémentaires ou est-ce que globalement c'est toujours un peu la même chose? Il y a quelques formations complémentaires. Par exemple, ils ont mis, alors la marque que je fais, ont mis en place une polisseuse un peu spéciale. Du coup, moi je suis allé à Genève pendant une semaine pour me former sur cette polisseuse. Oui, Genève, un peu la capitale des montres. Hein. Complètement. Ah, de l'horlogerie, là, c'est vraiment pour les passionnés. C'est vraiment à Genève qu'il faut aller. Bien sûr, c'est vrai que c'est assez drôle d'être juste à côté du Gros Horloge. Oui. Ouais, pour le coup, pour un horloger, c'est assez sympa. Ouais. C'est pratique. Je l'ai jamais visité en 10 ans. Oh non, on a l'exclusif en plus, là, on l'a en direct quand il le dit. Honteux, c'est honteux. Ouais, c'est clair. On va parler un petit peu de salaire pour avoir un peu une idée. À combien est-ce qu'on peut imaginer prétendre quand du coup on travaille dans l'horlogerie? Si on travaille dans une petite boutique de centre commercial qui fait que des piles, ça peut partir du SMIC. On va rester en France, ça peut aller jusqu'à 2005-3000. Ah oui, mais une question d'ailleurs qui vient de me venir aussi, c'est que là comme tu parles avec des clients, j'imagine que parfois il y a des clients qui peuvent être en vacances, donc qui peut-être parlent une autre langue, donc peut-être l'anglais. Est-ce qu'il faut savoir parler anglais, vu que là on traite du luxe? C'est une aide. Ouais, c'est une aide. Moi, je comprends parfaitement l'anglais. Je suis pas très à l'aise pour le parler. Ça aide forcément. Ouais. Et du coup, au final, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus difficile dans ton métier? Réussir à satisfaire un client mécontent. Ouais, ça, forcément. Faire changer d'avis en lui expliquant la technique un peu, les diagnostics. Ouais. Et surtout, ce que tu m'expliquais tout à l'heure aussi, c'est que les clients, on voit que ton atelier est transparent. Enfin, il y a une vitre. Donc, en fait, on peut te regarder travailler directement pour voir vraiment ce que tu es en train de faire. Ça doit être passionnant à voir aussi d'un point de vue extérieur. Bloqué un petit peu, ouais. Reste devant moi, il regarde comme ça pendant 5-10 minutes. Est-ce que tu as un dernier conseil peut-être à faire passer aux jeunes qui aimeraient peut-être viser justement l'horlogerie de luxe? Bon, il faut pas hésiter à se lancer, aller voir. Alors après, il existe différents parcours. C'est vrai qu'il y a le parcours scolaire qui fait, il y a le CAP, le CQP. Ce qui est bien avec ta formation aussi, ça montre qu'on peut faire ce métier aussi en reconversion. Ça, c'est important parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de commentaires à chaque fois à dire « Ah, j'ai pris ces études, mais j'ai très peur que ça me plaise pas plus tard. » C'est pas grave, on peut toujours se réorienter. On peut se réorienter à tout âge en fait, ouais. En tout cas, si vous aimez les puzzles, si vous aimez l'informatique, si vous aimez tout ce qui est technique à faire des petites choses minutieuses, déjà on a un peu une idée de quel métier pourrait être fait pour vous. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Ça va, t'as passé un bon moment? Ouais. Trop bien, bon bah génial. Bon, en tout cas, j'ai adoré en savoir plus sur ton métier. Et puis vous venez avec moi, on va tout de suite découvrir Laure qui est manageuse. On va essayer de comprendre un peu ce qu'elle fait au quotidien. C'est parti. Pour terminer cette visite virtuelle, je vous propose tout de suite de retrouver Laure. Bonjour Laure, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va bien, merci. Donc ici, on est au cœur d'une deuxième boutique Lepage. Qu'est-ce que tu fais au quotidien ici? Je manage l'équipe des ateliers, mais également j'accueille le client pour les réparations et fabrications. Ok, plein de choses différentes. Exactement. Donc quand tu dis manager, donc ça veut dire encadrer une équipe. Tu parlais des ateliers. Qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier? Donc dans l'atelier, on fait tout ce qui est réparation bijoux pour les clients, fabrication également personnalisée. Donc ça, c'est pour l'atelier joaillerie. Et après, on a l'atelier horlogerie dans lequel on fait toute réparation. On a des agrémentations pour plusieurs marques. Donc une partie montre, une partie collier, bijoux, boucles d'oreilles, etc. Exactement. Dans tout ça. Et combien de personnes tu manages justement? Donc 5 personnes. Tu dois tous bien les connaître, oui. J'imagine, pour tout ça. Et puis tu dois connaître leur métier aussi à chaque fois. Exactement, oui, je dois connaître leur métier. Donc après l'horlogerie, j'ai appris aussi au fil des années, puisque je suis bijoutière joaillière de métier. Donc le métier de bijoutière joaillière, je le connais parfaitement.
parfaitement bien. Après, l'horlogerie, ça s'apprend par la suite. Par la suite, voilà. Et justement, quand tu étais jeune, tu rêvais de faire ce métier ou ça arrivait un peu par hasard? Je rêvais de faire ce métier, j'étais plus dans la fantaisie. Je ne connaissais pas la haute joaillerie, donc j'ai appris au fil du temps à connaître les pierres, la joaillerie, donc ce qui m'a poussé un peu plus dans le luxe aujourd'hui. Et t'as fait quoi comme étude alors? Donc j'ai fait un CAP bijouterie pendant 3 ans, puis un CAP joaillerie, et puis après j'ai passé un BMA, brevet des métiers d'art. Waouh, ah ouais, donc là t'es bien calé par la suite. Donc c'est vrai que t'as fait beaucoup d'études. Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'il y a un parcours type pour arriver à ton poste en termes d'études? Non, il n'y a pas de parcours type. Il faut quand même une formation de bijoutier. Oui, il faut quand même des connaissances. Donc il y a des études qui se font aussi en 1 an, des formations courtes. Ah ouais, c'est court. Oui, c'est court, oui. Mais c'est possible quand on est passionné en général. Oui, c'est sûr. Puis après, petit à petit, tu testes d'autres choses et t'as envie de continuer. Et toi, t'es rentrée directement ici, à cette boutique ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé sur Paris pour les grandes marques pendant quelques années. Puis au fil du temps, je suis retournée travailler sur Rouen. Ok, donc c'était plus un choix de vouloir revenir sur Rouen? C'était une évidence puisque j'habitais Rouen, donc je faisais l'aller-retour quand même tous les jours. Ah oui, d'accord, donc tu travaillais à Paris depuis Rouen. Exactement. Ah oui, ça change l'info. Exactement, exactement, ouais. Voilà. Pour faire ton métier, ça serait quoi les qualités à avoir? De la patience, de la minutie, il faut être très rigoureux dans son travail. Et puis au niveau du service client aussi, ça t'est déjà arrivé parce que tu dis que t'es conseillère aussi, donc exactement. Tu vas aller directement rencontrer les clients qui rentrent pour les servir. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y en ait qui sont un peu ronchons et que ce soit plus compliqué? Comment tu fais dans ces cas-là? Bien sûr. Après, nos connaissances font que l'on arrive quand même à expliquer aux clients pourquoi son bijou est abîmé. C'était quoi la pire chose que t'aies pu voir? Parce qu'on a vu avec l'horloger quelqu'un où en fait sa montre était tombée dans l'eau et donc il y avait encore de l'eau dedans. Est-ce que tu as une anecdote comme ça? Oui, la cliente qui refuse de comprendre pourquoi sa bague est déformée. Donc la bague est déformée, oui, la dame a dû faire quelque chose avec, mais elle ne se souvient pas. Donc forcément, elle nie avoir fait quoi que ce soit avec. Donc oui, il y a des petites anecdotes comme ça arrive souvent. Bien sûr, et puis sinon elle a roulé sur son bijou quoi. Oui aussi, ça ils s'en rendent compte. En général ils s'en rendent compte. Oui. Trop bien. C'est vrai que dans ton métier, tu dois être polyvalente parce que tu dois faire du service, mais aussi manager, donc encadrer les équipes. Tu dois faire plein de choses. Est-ce que parfois, est-ce que c'est un métier qui au final est un peu stressant ou au contraire t'aimes bien? Alors ça peut être stressant. Je suis quelqu'un de très dynamique, donc forcément ça me va très bien. J'aime pas m'ennuyer et on ne peut pas s'ennuyer à mon poste. Donc c'est aussi une qualité qu'il faut. Faut être vraiment partout. C'est important. Ouais. Et quand du coup tu encadres les équipes et que tu vas dans l'atelier, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis un petit peu ce qu'ils font ou est-ce qu'au contraire tu es plus du style le matin leur faire un petit planning? Alors je leur fais confiance, entièrement confiance, ils ont leur réparation, ils connaissent leur métier, donc à partir du moment où ils connaissent leur métier, on les laisse, on leur fait quand même confiance. Après oui, je supervise lorsqu'il y a du retard, où il ne faut pas avoir de retard, donc il faut vraiment être rigoureux sur son temps de travail. Bien sûr. Et en tant que manager, est-ce que tu as des horaires différents de tes employés? Oui, là je suis avec vous. Oui, c'est vrai, on est à la pause midi, je tiens à le dire, c'est quand même très sympa. Oui, ça arrive qu'on arrive plus tôt le matin, on reste effectivement sur les pauses de déjeuner parce qu'on n'a pas eu le temps de traiter certains dossiers ou certaines demandes des collègues. Donc oui, on est amené à rester et à faire les fermetures le soir parce qu'on travaille dans le luxe, faut pas oublier. Donc le magasin est sécurisé. D'accord, donc tes horaires sont assez flexibles. Exactement. En soi en fonction des besoins. D'accord, ok. Bon génial, écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit peu de ton quotidien. Comme tu nous dis que tu as des horaires flexibles, est-ce que tu as des primes ou des choses comme ça? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une fourchette de salaire pour avoir une idée en tant que manager? Alors en tant que manager, oui, forcément on gagne plus que 2 000 €. Effectivement, après on reçoit des primes effectivement en fonction des objectifs atteints avec les équipes. Ouais. Ok, donc ça c'est bien. Donc il y a un objectif, on vous dit vous devez vendre tant. Si vous y arrivez tous en équipe, vous pouvez avoir par la suite une prime. C'est pas vous pouvez vendre tant, c'est plutôt en fonction du nombre de réparations atteintes. Parce que oui, forcément, il y a la qualité de travail, mais on demande aussi de travailler, de rendre les réparations en nombre aussi. Donc, Et ça t'arrive parfois, si mettons il y a un collègue qui n'a pas pu venir, de prendre un peu son poste pour venir en renfort en atelier? Ça peut m'arriver, mais sur des petites réparations, des petites choses. Je vais pas me salir les mains. Je suis en clientèle quand même, donc il me faut les mains propres. Quelle est la plus grosse différence entre travailler justement dans la joaillerie de luxe et la fantaisie? Mais la fantaisie, on ne voit pas la même chose. Il y a moins de précision, beaucoup moins de précision. C'est vrai que la fantaisie, comme on le dit, c'est fantaisie. Donc on a plus de liberté sur la qualité, on va dire, tandis que vraiment sur la joaillerie, il faut être très rigoureux. On a des cotes à respecter. On ne peut pas rendre une bague en billet, par exemple.
de fabriquer quelque chose. Oui, la différence est là. Ok, Et on voit de très très belles pierres aussi. Ah ouais, ça doit être génial. Ouais. Tous les matériaux de qualité que tu dois avoir entre les mains, après, pour le coup, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir les voir. Ouais. Après, il y a d'autres métiers qui s'apportent à la joaillerie. Hein. Il y a lapidaire, gémologue. Ça, c'est plus pour les passionnés de pierre. Ça, c'est vrai que c'est génial. On en refera une visite virtuelle spécialement là-dessus. Ça m'intéresse. Est-ce que tu as un petit conseil à laisser aux jeunes qui aimeraient peut-être faire ton métier? Eh bien, s'ils sont passionnés, s'ils sont créateurs, qu'ils n'hésitent pas à venir travailler en bijouterie, s'ils aiment travailler de leurs mains, et il faut de la patience aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour moi, oui, de continuer à aimer mon métier et à être épanouie dans ce que je fais. En tout cas, ça se sent que tu l'es, ça fait très plaisir. Merci beaucoup à toi, j'espère que tu as passé un bon moment. Très bien, c'était parfait. Parfait. Et vous qui nous regardez, merci aussi beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Moi, personnellement, c'est le cas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a le plus marqué. En tout cas, on se retrouve bientôt sur MyFuture pour une prochaine émission, que ce soit une visite virtuelle, un live métier ou encore un atelier. Je vous laisse regarder la programmation sur le site. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on est toujours mieux plusieurs. Et on se dit à bientôt sur MyFuture. Salut. Donc, on va pas te donner le passeport, enfin le passeport, n'importe quoi. On va pas donner on va pas donner le... Ça va. À la fin, je veux au moins qu'on descende à 9 sur l'échelle du stress. Non, mais peut-être. Tu penses que c'est possible? À 2 même, tu penses? Charlotte, on me dit combien à la fin de l'interview? Il est à 12. Moi, je compte passer à 4. 4? Ouais. Pour toi? Un petit 5? A few moments later. C'est terminé, je suis à 0, c'est bon. Ouais, non mais